Autre sujet à présent, Philippe de Villiers, on va parler de politique avec une formule qui a été employée par le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui était interrogé par le média Ouma. Il a déclaré qu'en cas de victoire du Rassemblement national à la présidentielle, il était partisan d'une insurrection populaire. Voilà la nouvelle formule, l'insurrection populaire. Je vous propose d'écouter cette courte séquence, fruit d'un échange beaucoup plus long, évidemment, avec les journalistes du média Ouma et Bali Bagayoko. Il n'est pas possible, si l'on dit bien qu'il y a celles de ceux qui se rangent du côté, en fin de compte, de valeurs qui sont en opposition aux valeurs de la République, ce qu'est l'extrême droite, et celles de ceux qui sont les tenants en fait, de la République et donc des valeurs fortes, notamment y compris à gauche et chez les écologistes, avec l'ensemble de la force de masse qu'il y a derrière, moi j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Les mots sont importants parce que vous appelez à l'insurrection populaire. Bien sûr, l'insurrection populaire au sens, bien sûr, lever de la population de manière importante, parce que c'est malheureusement toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. Je veux dire, la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'indignation populaire qui se traduit par une mobilisation de masse. Et qui fait qu'à un moment donné, on met tout le monde sur trembleur, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir des victoires. Alors attention, parce qu'on va vous reprocher d'appeler à l'insurrection, Monsieur Bagayoko. Oui, mais en fait, ce que certains diront, c'est qu'aujourd'hui, Bali, c'est pas un gourou, et que les gens ils sont à la fois conscientisés, et qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'appel. Geoffroy Lejeune. Philippe, est-ce que cette déclaration vous paraît cohérente, en cohérence avec la doctrine de Jean-Luc Mélenchon de Nouvelle France ? Ah, tout à fait, oui. C'est la Révolution. Et d'ailleurs, il parle de la Bastille, la prise de la Bastille. Donc, il n'y a pas de malentendu. Il s'exprime sur un média d'actualité qui s'appelle Ouma. Ouma, c'est la communauté des croyants. Donc, c'est un média communautaire. Et en fait, c'est un discours de guerre civile. C'est-à-dire qu'il dit dès maintenant, si le Rassemblement national gagne l'élection présidentielle, notre parti, la France Insoumise, ne reconnaîtra pas les résultats. Donc, insurrection populaire. Ça fait écho à ces 3 maîtres. Je me suis renseigné. Premier maître, Robespierre. C'est le même que son maître Mélenchon. Robespierre qui dit quand le gouvernement viole les lois du peuple, l'insurrection populaire est le plus sacré et le plus indispensable des droits et des devoirs du peuple. On est pile dans l'axe. Ensuite, Bakounine qui dit « L'insurrection est comme le ver qui se retourne contre le pied qui l'écrase ». Quelle métaphore. Et enfin, Frantz Fanon qui dit « La décolonisation ne peut se faire que par la violence ». Or, tous ces gens pensent qu'il faut décoloniser la France et recoloniser la France. Et pourquoi je dis que cette déclaration est en parfaite cohérence avec la doctrine de Mélenchon, il faut connaître Geoffroy Elliott. Il faut connaître ce qu'est le concept de la Nouvelle France pour comprendre pourquoi il y a cette cohérence. Ce concept de la Nouvelle France, c'est le point d'aboutissement d'un système cohérent qui articule une philosophie de l'homme, une philosophie de l'histoire et un concept stratégique. La philosophie de l'homme, puisée aux sources du matérialisme des Lumières, c'est 3 négations qui s'enchaînent, solidaires. Première négation, il n'y a pas de nature humaine fixe. Deuxième négation, il n'y a pas d'identité substantielle nationale. Troisième négation, il n'y a pas de culture à transmettre. Toute tradition doit être bannie. Elle n'est pas une force à transmettre, mais une prison dont il faut s'évader. Sur cette philosophie de l'homme se greffe une philosophie de l'histoire.
le concept de Nouvelle-France s'appuie sur le fait que le capitalisme libéral, le capitalisme libertaire, le capitalisme sans entrailles, a produit le résultat attendu, c'est-à-dire qu'il est un agent dissolvant nécessaire. Je cite. Et c'est vrai que le capitalisme prédateur a produit une société dans laquelle on a l'immigration massive, l'urbanisation massive et l'individualisation massive du mode de vie. Et donc, le capitalisme mondialisé a produit un nouveau peuple, un peuple déraciné, un peuple métissé, un peuple interconnecté, un peuple, etc. Donc on n'est pas très loin du nouveau peuple et de la Nouvelle-France. Le capitalisme sans entrave, agent dissolvant nécessaire, a fait son travail en rompant avec les appartenances morales, locales, régionales, nationales. Et c'est là qu'on arrive au concept de la créolisation, le concept stratégique, la créolisation, qu'il emprunte à Édouard Glissant, qui est un poète et philosophe martiniquais. Quel est le modèle historique? Ce sont les sociétés esclavagistes des Antilles. Et ce que Mélenchon explique à partir d'Édouard Glissant, c'est qu'il y a là des individus qui ont été arrachés à leur culture d'origine et qui ont inventé une nouvelle culture, une nouvelle identité. C'est-à-dire une nouvelle musique, des nouveaux mots, un nouveau langage, un nouvel art de vivre, etc. Et il dit c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire arracher l'homme d'aujourd'hui à ses déterminismes culturels, philosophiques, religieux, etc. et imposer une identité toute neuve. En fait, Mélenchon incarne la France du déracinement. C'est-à-dire la France de ceux qui refusent d'avoir des racines ou qui ne les ont plus, face à une autre France, l'ancienne France, comme ils disent, l'ancienne France, qui regroupe tous ceux qui ont des racines et qui ont peur de les perdre, ou qui n'en ont plus et qui en voudraient de nouvelles. Nous sommes là devant la question centrale de l'élection présidentielle. Et nous reviendrons sur cette question, très probablement dans les prochaines semaines, sur les questions majeures de cette élection présidentielle. Philippe de Villiers, mardi, lors de l'émission Les 4 vérités sur France 2, Marion Maréchal a évoqué les 3 traites. La traite transatlantique, mais aussi la traite intra-africaine et la traite arabo-musulmane. Il se trouve que le 25 mars dernier, et c'est un sujet que nous devions traiter ensemble, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution pour qualifier la traite atlantique de plus grave crime contre l'humanité. Cette résolution semble avoir omis la traite arabo-musulmane et la traite intra-africaine. Je vous propose d'écouter Marion Maréchal et puis je vous lirai la réponse de Bali Bagayoko. Écoutez, moi je l'aurais tenue, cette commémoration, et je crois que ça aurait été l'occasion d'ailleurs de parler des esclavagismes tabous, voilà, et oubliés. Je pense notamment à la traite arabo-musulmane qui a duré plusieurs siècles et qui a fait 17 millions d'esclaves. Je pense à la traite intra-africaine qui a fait 14 millions d'esclaves, c'est-à-dire plus qu'en l'occurrence la traite transatlantique, qui est le seul sujet qui généralement occupe ces commémorations mises en place par Madame Christiane Taubira. Et ce serait aussi l'occasion de rappeler, par exemple, qu'un profil comme Monsieur Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, maire LFI, a plus de chances d'être un descendant d'esclavagistes que moi, voyez-vous, puisqu'en l'occurrence, il affirme venir d'une famille de nobles maliens qui pratiquaient jusqu'au XXe l'esclavage de manière structurelle. Donc c'est une façon aussi, quand même, me semble-t-il, ces commémorations, de rappeler qu'il n'y a pas qu'une mémoire et que cette mémoire de l'esclavage, qui est évidemment une ignominie, ne doit pas concerner uniquement la culpabilité des Européens et des Français, avec évidemment à chaque fois un objectif politique biaisé. Et donc si on devait être juste, oui, il faudrait commémorer tous les esclavages pour que bien sûr cela n'arrive plus jamais.
Bali Bagayoko, dans un long message, lui a répondu: la commémoration de l'abolition de l'esclavage n'est pas un exercice de culpabilisation, c'est un devoir de mémoire républicain. Oui, les mémoires historiques sont multiples, mais en France, nous avons la responsabilité de regarder lucidement notre propre histoire, celle de la traite négrière, du commerce triangulaire et des conséquences humaines, sociales et politiques qui l'ont laissé. Cette histoire fait pleinement partie de l'histoire de France. Philippe de Villiers, quelle est votre analyse de la résolution de l'ONU ? Avant, j'aurais salué le courage de Marion Maréchal et ajouté quelque chose qui est assez cocasse. C'est qu'en fait, Bali Bagayoko effectivement appartient, il l'a dit, à une famille noble du Mali. Et le Mali a été un pays où les élites ont pratiqué longtemps l'esclavage. Donc c'est un sujet qu'il connaît et il va pouvoir partager ce que je vais dire dans quelques instants. Il connaît très bien ce sujet. Alors que son patron est un fils de pied noir, Mélenchon, né à Tanger, au Maroc, mais de pieds noirs qui ont vécu en Algérie. Et il connaît très très bien le colonialisme. Il appartient à une famille, il appellerait ça de colons, les pieds noirs. Donc ces gens qui nous font la leçon, il faut les écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le sujet de l'intérieur, vous voyez ? Et donc ils peuvent nous édifier. Et j'attends d'eux qu'ils partagent ce que je vais dire maintenant. L'ONU, c'est une résolution qui aurait dû faire beaucoup de bruit, car c'est une résolution scandaleuse qui a été votée à l'ONU et qui dit qu'il y a un crime contre l'humanité, c'est la traite transatlantique. Ce faisant, l'ONU a oublié les autres traites. Il y en a deux au moins. La traite arabo-musulmane, 17 millions de victimes, et la traite intra-africaine, 13 millions de victimes. La traite transatlantique a duré 3 siècles, la traite arabo-musulmane a duré au moins 10 siècles. Mais ça va plus loin. Qui a présenté cette résolution ? Le Ghana. Or, le Ghana, c'était un des principaux pays pourvoyeurs d'esclaves. Car s'il y avait des acheteurs européens, il y avait des vendeurs africains. On appelait ça les courtiers. Et c'est un sujet que je connais bien. Et je vais vous dire pourquoi je le connais bien. Parce qu'avec Dominique Souchet, nous avons mené une politique de co-développement avec l'Afrique, avec le Bénin. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique. C'est un pays l'Afrique, c'est un continent qui me touche. Et le Bénin en particulier, nous avons mené l'ancien Dahomey, nous avons mené une coopération, un co-développement qui a eu un grand succès pendant plusieurs années, avec le président Nicéphore Soglo, qui était un ami. Et un jour, il m'a emmené, le président Soglo, sur la porte du non-retour. Donc je sais de quoi je parle. La porte du non-retour, ça s'appelle la porte des esclaves. Et moi, j'ai pleuré là-bas, avec le président Soglo. J'ai pleuré sur ce malheur. Mais ce malheur, il est arrivé parce qu'il y avait des acheteurs et qu'il y avait des vendeurs. Donc je connais cette histoire-là. Et qu'on ne me la fasse pas, s'il vous plaît. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, c'est le Sud global qui a voté. C'est le Sud global qui tient l'ONU. Parce que sur 190 voix, il y a 130 nations du Sud global. Donc c'est un vote injuste. Et j'ajoute une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des esclaves. L'esclavage existe encore. Et c'est un rapport de l'ONU qui date de quelques années qui l'a dit. Il y a entre 20 millions et 50 millions d'esclaves. Par exemple, allez en Afghanistan, on applique la charia, on applique l'esclavage. Donc, pardon pour Madame Taubira, mais si on doit dénoncer l'esclavage, et on doit le dénoncer tous ensemble, il faut dénoncer tous les esclavages. Il y a un livre que je recommande à la lecture des uns et des autres. C'est celui de Tidiane Ndiaye, pas Papette, Tidiane Ndiaye, qui s'appelle « Le génocide voilé » et qui raconte tout sur la traite arabo-musulmane. Alors, de grâce, vous les Européens, vous les Français, cessez
de vous laisser coloniser mentalement et moralement. Cessez de vous laisser culpabiliser. Autre sujet à présent, et ça concerne toujours le continent africain, puisque le président de la République était en voyage d'État en Afrique. Samedi 9 mai, à Alexandrie, Emmanuel Macron, Philippe, a déclaré « L'épicentre de la langue française ne se trouve pas sur les quais de Seine, mais dans le bassin du fleuve Congo », et que la deuxième langue parlée en France était l'arabe. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron justement sur l'épicentre de la langue française. Grâce à ce qu'est la francophonie, est une langue où le français de l'académie se bouscule avec le wolof, le haïtien, le congolais, l'anglais, et tant de langues. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage. Et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Geoffroy Lejeune. Philippe, selon vous, qu'a voulu dire le président de la République et quelle est la portée de son propos? Alors, c'est subtil. Il a voulu nous dire que la langue française est africaine, de plus en plus africaine. Vous me suivez? Et il a voulu nous dire que la langue arabe est française, de plus en plus française. Et il a voulu nous dire que l'épicentre, je reprends son mot, que l'épicentre de l'Afrique, c'était les quais de Seine. Et que l'épicentre de la France, c'est le bassin du Congo. C'est une inversion prometteuse que nous aurons bientôt sous nos yeux, si les choses continuent d'empirer. En fait, il suit sa ligne. Je vous rappelle à tous les deux, à nos auditeurs d'Europe 1, à nos téléspectateurs de CNews, une scène qui nous avait frappés. Et en direct, il a écrit un tweet en même temps sur cette scène. C'était Aya Nakamura qui sortait de l'Académie française sur le pont des Arts et qui faisait chanter Dja-Dja à cette pauvre garde républicaine qui se contorsionnait dans une danse du ventre pour célébrer la pluie qui tombait à grosses gouttes. En même temps. C'était magnifique. Le « en même temps » dit tout de ce que pense notre président bientôt retraité. En fait, quand il partira, il aura laissé la langue française dans un triste état. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, la langue française, elle a été la première langue du monde, on l'oublie. En 1783, l'Académie royale des belles lettres de Berlin met comme sujet pourquoi la langue française est-elle universelle? Et c'est le jeune Rivarol qui répond on a pu parler d'un monde latin, on devrait parler aujourd'hui d'un monde français. Un monde français. C'était la première langue du monde. Tout le monde parlait français. Aujourd'hui, c'est une langue qui sera peut-être bientôt une langue morte. Pourquoi? Parce qu'elle subit 3 assauts simultanés. Le premier assaut, c'est le globish, franglish, le sabir franco-anglais. Est-ce que vous imaginez... Alors moi, ça me choque parce que je connais la vie politique depuis longtemps et la vie diplomatique. Pour les diplomates français, ce qui se passe, c'est épouvantable. C'est-à-dire un président français, quand il est à l'étranger, il parle français. Vous imaginez De Gaulle parler anglais? Mitterrand parler anglais? Non. Là, il parle anglais au sommet de la francophonie. Et tenez-vous bien, il demande que ce sommet de la francophonie n'ait plus lieu dans un pays francophone, mais dans un pays anglophone, le Kenya. Et tenez-vous bien, c'est pire, il demande que ça s'appelle Africa Forward. Oh, quelle déliquescence!
Et on entend qu'il dit « for sure ». Et on entend qu'il dit « je vais laisser, non pas un bilan, mais un legacy ». Et on entend qu'il nous parle de la French Tech. Et dans quelques jours, il va être, avec son Premier ministre, à accueillir les investisseurs à Versailles. Choose France, ça s'appelle. Et donc, vous imaginez le roi Soleil qui s'adresse au surintendant et qui lui dit « Colbert, choose France ». Non mais quelle déliquescence. Deuxième assaut, qui est presque pire que le premier, c'est plus le globish, c'est le langage inclusif. L'écriture inclusive au motif que la langue française serait discriminatoire et qu'elle privilégie les dominants. Je lisais dans la presse hier quelque chose d'extravagant, très sérieux. Ça devait être probablement Ouest France, le journal woke, qui disait désormais une femme qui entre dans un service de secours, on l'appelle une sapeur-pompière. C'est charmant. Et le troisième assaut, c'est le langage techno-managérial. Appelons ça comme ça. C'est-à-dire qu'on contourne le réel. Alors, on a l'itinérance mémorielle, on a le vivre ensemble, on a faire nation, on a racisé, etc., etc. Des mots incompris. Et puis alors, on a des mots qui sont déformés. Par exemple, créativité quand il n'y a plus de création. Convivialité quand il n'y a plus de convives. Collégialité, c'est la décision à laquelle on se rend. Les conciliaires savent ça. La décision à laquelle on se rend de ne pas décider à plusieurs, c'est qu'on se fait incapable de décider tout seul. Voilà. Tout ça, c'est des mots creux. C'est ce qui faisait dire à Paul Valéry, les mots prennent du volume quand ils perdent leur sens. Et donc, en fait, aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est Mélenchon en version ubérisée. C'est-à-dire que Mélenchon et Macron, c'est le culte de l'après-France, de la post-France, de la non-France. Et quand je vois ce que la France est en train de devenir, Metternich avait un mot, un agrégat inconstitué de peuples désunis, je pense à Agrippa d'Aubigné, qui disait « Je vois la France comme une mère affligée qui dit à ses enfants qu'elle ne reconnaît plus. Vous avez ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous a porté. Eh bien, vivez donc de venin sanglante géniture. Je n'ai pour vous nourrir que du sang. » Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout près de la guerre civile. Philippe de Villiers, depuis quelques jours, et je me suis surpris que vous ne soyez pas venu sur ce plateau en masqué, à me demander, avant de me faire la bise, 1,5 mètre de distance, ou qu'on se salue avec le, vous savez, avec le coude. Mieux vaut en rire, mais les choses... Vous vous souvenez de la phrase de Dr Véran ? Si vous aimez vos proches, alors éloignez-vous, ne les embrassez pas. Mais vous savez que je me souviens d'un Noël où j'ai dû faire profiter de la dinde. Ma grand-mère, elle a dû être dans la cuisine pendant que nous, on était tous dans le salon, bien sûr, parce qu'on respectait à la lettre. Depuis quelques jours, on nous parle de l'hantavirus. Virus très sérieux. Après des semaines en vase clos, en haute mer, les passagers du Hondius ont été évacués vers leur pays d'origine. Des mesures ont été prises par les pouvoirs publics. De nombreuses inconnues entourent la propagation de cet hantavirus. Et je voulais vous proposer une déclaration du Covid et une déclaration actuellement sur l'hantavirus de 2 ministres à l'époque de la Santé. Il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et la France. Donc des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan
sont d'ores et déjà diffusés dans les avions en ce qui concerne les vols directs. La responsabilité du gouvernement, c'est d'anticiper tous les scénarios, même les inimaginables, et donc même les pires. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous n'êtes pas médecin, mais que pensez-vous du traitement médiatique et politique de ce nouveau virus qui en effet nous rappelle la période du Covid? Ah là, c'est terrible. Alors d'abord les faits. Vous savez, la première fois que le mot est apparu, vous m'avez appelé. Oui, je vous ai dit reste en Vendée. On ne dira pas ce que je vous ai dit. Restez en Vendée, je vous ai dit. Oui. Restez loin de nous. Oui, les faits. Donc il y a un virus connu, l'hantavirus, connu depuis 30 ans, 1995. Donc il est parfaitement cerné. Ensuite, il est apparu en Argentine. Ça, toute la communauté, ce que je dis, c'est ce que dit la communauté scientifique, comme on dit aujourd'hui. Il est apparu en Argentine et il est apparu au moment où l'Argentine quittait l'Organisation mondiale de la santé. C'est une coïncidence. Et ensuite, la communauté scientifique nous explique à l'unanimité que c'est très létal, mais que le danger ne vient que lorsque il y a un contact rapproché et prolongé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très particulier quand même. Il ne suffit pas de respirer l'air d'un studio, si tant est qu'il y ait dans l'air de studio des projections de surmulot, puisqu'on est à Paris. Ça ne suffit pas. Alors, qu'a-t-on vu depuis quelques jours ? On a vu un traitement médiatique et politique intense, maximaliste et pour tout dire millénariste. Ce traitement, on peut ainsi le caractériser. D'abord, il y a la mise en scène impressionnante. À Tenerife, aux Canaries, on voit le directeur de l'OMS qui a fait le déplacement. Ça doit être très grave. Et on voit les infirmiers habillés en scaphandrier. Et le directeur de l'OMS qui dit « ça leur apprendra à l'Argentine, aux États-Unis, à avoir quitté l'OMS ». Ah bon ? Comme si c'était une punition. Ensuite, il y a la logorrhée ministérielle. On a vu cette nouvelle ministre de la Santé, comme Véran nous manque, et puis le docteur Salomon qui venait tous les soirs, le croque-mort. Il n'y a que qui ne sont pas là. On a vu Delfrécy qui est sorti du formol, rappelé par Macron. Elle venait, monsieur le... Voilà, Delfrécy, voilà. Et donc le discours classique. Et puis enfin, les médecins de plateau. Tous, on les a vus, ils sont revenus, on les avait oubliés. Ils sont là, ils sont prêts, assermentés, pour nous dire n'importe quoi. Et enfin, la sémantique. Donc on a les masques, les cas contacts, les gestes barrières, restez chez vous, le confinement peut-être, voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la panique ou d'un réel projet politique pour gouverner par la peur. Mais ce que je peux vous dire, avec mon expérience qui rejoint la vôtre, puisque vous avez connu comme moi le Covid et le masque, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas sortis indemnes du Covid, nous, tous les Français. Nous sommes devenus les cobayes de la Babel sanitaire verte et numérique. Je m'explique. Nous sommes entrés dans la société disciplinaire. C'est tellement vrai qu'on accepte tout. Par exemple, on accepte que l'Union européenne
va nous imposer non seulement le pass numérique, l'identité numérique, le portefeuille numérique, où il y aura tout dedans, sera suivi à la trace, mais maintenant, un portefeuille numérique spécial pour les produits. Donc c'est absolument totalitaire. On accepte tout. En fait, le Covid a provoqué 3 mutations fondamentales. La première mutation, c'est qu'on a changé de pays. On est entré dans le Webistan, c'est-à-dire le village global. La post-humanité sans contact a intronisé le citoyen numérique et nous a initiés au civisme délateur. Souvenez-vous, Geoffroy Lejeune ne porte pas de masque. Je suis pas sûr qu'il soit Deval n'a pas son Ausweis. J'étais pas vacciné, je portais pas de masque. Et il est allé dans un cimetière, il voulait enterrer un proche. Ne portez pas la peau. Sans autorisation. Voilà. Donc je vous dénonce. Le civisme, on était c'est du temps de Autant Lara, la traversée de Paris. Le jambon, Monsieur Janvier. Bon, voilà. Donc en fait, on dénonce. Mais ça va plus loin. Ça, c'est pas le plus grave. La deuxième mutation, c'est la transmutation du pouvoir en biopouvoir. C'est-à-dire que l'hygiénisme d'État dit qui peut vivre et qui peut mourir. On décrète la vie, la mort. Pour les plus petits, pour les plus anciens, on y revient. Et puis on décrète aussi, on a toujours cette possibilité. Le confinement sanitaire qui précède les autres confinements. Enfin, la troisième mutation, c'est la plus importante, c'est que la politique a changé, elle a changé de sens, elle a changé de vocation. Avant, la politique avait pour vocation de poursuivre l'idée du bien commun, et maintenant, elle a pour vocation le contrôle. Et donc, ça veut dire provoquer des crises, ou en profiter, gérer le paroxysme, gouverner par le paroxysme. 3 exemples. L'Ukraine, le gouvernement par la peur de la guerre. Ensuite, le dérèglement climatique, le gouvernement par la norme. Et enfin, là, le virus, le gouvernement par l'enfermisme. Voilà comment on tient un peuple.